Donc, regardez la méthode du simplex, donc mise en place du premier tableau. On passe effectivement la forme standard, c'est-à-dire qu'on va voir que l'on ne peut plus directement travailler sur les inéquations et il va falloir transformer notre forme canonique en quelque chose d'autre qu'on va appeler la fameuse forme standard. Donc, algébrique dans le cas d'une maximisation sous contrainte, toute de type inférieur ou égal. Alors effectivement, je vais vous montrer aujourd'hui que la méthode la plus simple pour le simplex. Parce que vous allez voir que le simplex, c'est une méthode algorithmique. C'est-à-dire que l'on va faire des itérations qui vont revenir à aller explorer un certain nombre de sommets. Mais pour démarrer un algorithme, il faut une solution de départ. Alors comme on va être dans l'idée qu'effectivement, on n'a plus la résolution graphique sous la main, donc on ne sait pas combien il y a de sommets, comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres, il va bien falloir à un moment savoir effectivement démarrer avec un certain sommet. On sait qu'il ne sera pas le maximum recherché, mais on verra tout à l'heure comment on va choisir ce sommet. Alors, effectivement, le cas le plus simple, c'est si toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal, ce qui est bien évidemment le cas de l'exemple, et avec maximum. Après, il y aura des modifications, si on a le temps, je voudrais juste, des modifications à faire s'il y a un problème de minimisation, et ce qui va être très embêtant, c'est que s'il y a des contraintes de type supérieur ou égal. À ce moment-là, ça existe, il faudra modifier certains trucs sur le simplex, mais ça, bon, peut-être qu'on ne le verra pas aujourd'hui. Alors, donc, on va travailler uniquement sur ce cas le plus simple. Après, donc, je vous ai dit, la méthode graphique ne peut être appliquée que si le nombre de variables principales est égal à 2. On ne sait pas résoudre, voilà le problème, on ne sait pas résoudre graphiquement des inéquations linéaires ayant plus de 2 inconnus. Je dis, on peut l'appréhender dans le cadre de 3 variables, on sait que les droites vont se transformer en plans, que l'on est dans l'espace dans lequel on vit, mais s'il y a 4 variables principales, les inéquations vont être à 4 inconnus. Si on met des égalités, ça devient des équations d'espace à 3 dimensions plongées dans un espace à 4 dimensions. Donc ça, bien évidemment, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc là, on est bloqué. D'où, c'est les inéquations qui nous posent problème. Or, il suffit de penser que ce qui ne nous pose pas de problème, c'est les équations. C'est peut-être long à résoudre, mais on a mathématiquement, style méthode du pivot de Gauss, etc., on sait résoudre, par exemple, un système de 20 équations à 40 inconnus. On sait le faire. D'accord ? Donc, on va se baser là-dessus. Au lieu des inéquations, on va prendre des équations. Alors, l'idée, effectivement, comment, pour que ça reste exactement pareil, c'est-à-dire que l'information donnée par mes inéquations soit identique à des équations, on va voir comment on s'en sort. Alors, je vous propose, voilà, 2 petits exemples, pour vous montrer comment l'idée de transformer l'inéquation en équation. Je prends par exemple la première contrainte, qui est, donc c'était la contrainte, je crois, main-d'œuvre, 3x plus y, inférieur ou égal à 1950. Vous savez très bien, vous, graphiquement, puisqu'on a pu le faire graphiquement, le égal, c'est la droite, tandis que le inférieur, vous vous souvenez, c'est tout le demi-plan qui est en dessous de la droite. Donc vous voyez bien que dans les 2 cas, que ça soit inférieur ou égal, il y a une infinité de solutions, mais c'est des infinités de solutions qui ne sont pas identiques. Quand j'ai égal, c'est juste les points de la droite. Quand j'ai inférieur ou égal, c'est tous les points sur la droite et tous les points en dessous de cette droite. Donc, vous êtes d'accord, si j'ai ça, je n'ai pas le droit de dire, regardez, voilà, pouf, on met juste à la place de l'inférieur ou égal un égal. Ce serait totalement aberrant. Alors regardez, ces 2 petits exemples, ils sont là. J'ai pris 2 cas. Vous avez bien vu le demi-plan en dessous de la droite D, il y a une infinité de points. Donc je prends parmi les solutions possibles de cette inéquation, voilà, 2 exemples que j'ai pris au hasard, pas tout à fait au hasard pour que ça marche. Donc ça, premier cas, le couple 500-0. C'est-à-dire par exemple, je fabrique 500 produits A, aucun produit B. Donc regardez, je calcule, effectivement, ce point est bien solution de cette inéquation. Si je calcule le 3x plus y, j'ai remplacé x par 500, y par 0, je trouve 1500. Ce qui veut dire concrètement, avec ce programme de fabrication mensuel, qu'est-ce que je fais ? J'ai besoin de 1500 heures main-d'œuvre. Donc vous voyez bien, c'est inférieur à 1950. Et regardez, pour arriver à l'égalité, puisque moi je veux transformer ça en ça, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute ? Une quantité positive. Et là, c'est bon, il faut que je rajoute 450. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour ce programme-là, qui satisfait bien cette première contrainte, en gros, j'ai besoin de 1500 heures
main-d'œuvre. Et regardez le reliquat ici, pour arriver à l'égalité, j'ai ajouté donc un plus, une quantité positive. Et ce 450, je peux l'interpréter comme étant quoi, hein? Eh bien, tout simplement, le nombre d'heures qu'il me reste disponible après la fabrication de mes 500 produits A et 0 produit B. D'accord? Donc, vous voyez bien, l'idée, c'est à partir du 3x plus y, d'ajouter une quantité positive pour arriver à la limite maximale de ma contrainte. Je prends un autre. N'oublions pas que cette inéquation, il y a une infinité de solutions. Je prends un deuxième exemple. Et parce qu'on peut se poser la question, tiens, est-ce que ce truc qu'il faut rajouter, est-ce que c'est fixe ou non? Donc regardez non, on va répondre non, c'est pour ça qu'on va mettre en place une notion de variable. Si je prends un autre cas qui marche, là ce serait le programme 200 produits A, 500 produits B, pareil, ça nécessite, donc j'ai fait 3 fois 200 plus 500, ça me fait, j'ai besoin à ce moment-là de 1100 heures main-d'œuvre, c'est bien inférieur à 1950 le maximum disponible, mais à ce moment-là, pour arriver à ma borne supérieure, il faut que je rajoute 850. Donc, est-ce qu'on remarque que pour deux couples XY qui vérifient cette inéquation, effectivement, on transforme l'inéquation en équation, mais en y rajoutant une quantité positive, mais qui va prendre des valeurs différentes suivant les valeurs de X et Y. D'accord? D'où, variable, on va introduire des variables. Et on va l'appeler variable d'écart. Alors regardez, tout simplement, pourquoi variable d'écart? Parce que la valeur numérique représente bien l'écart qu'il y a entre la valeur obtenue par le premier terme et la valeur du deuxième terme de mon inéquation, c'est-à-dire la borne supérieure. Et donc regardez maintenant ce qu'on va dire, voilà. Et alors là, ça c'est totalement équivalent, c'est-à-dire résoudre cette inéquation 3x plus y inférieur à 1950, c'est équivalent mathématiquement parlant à résoudre l'équation 3x plus y plus E1 égale 1950, c'est-à-dire que j'ai remplacé mon inéquation à deux inconnus en une équation, mais il a fallu introduire une variable supplémentaire. Alors, petite remarque aussi, la variable, on va l'appeler E, E pour écart, E1, parce que lié à la première contrainte, c'est la variable d'écart, et bien évidemment, obligatoirement, regardez, on a rajouté une quantité positive. Donc, les variables d'écart, elles aussi ne prendront que des valeurs positives ou nulles. D'accord? Donc, regardez la mise en place avec ce truc, voilà. Ça, voilà notre forme canonique, où on a nos inéquations. On la transforme en forme standard. Donc, grand F, grand S, ça c'est pour abréger. Et tout simplement, regardez, donc tout ce que je viens de dire, vous verrez pratiquement, ça sera vite fait, ça sera juste ça. Donc, je transforme chaque inéquation en égalité, et regardez, comme j'ai 4 contraintes, eh ben, à chaque contrainte, j'associe une variable d'écart. Donc là, comme j'en ai 4, j'ai 4 variables d'écart. Et donc, regardez, mon problème, quand je le regarde en termes de forme canonique, ça revenait à quoi? À déterminer les valeurs à donner à x et y, c'est-à-dire à un couple, qui devait vérifier mon système d'inéquation et maximiser cette expression 25x plus 20y. Qu'est-ce que ça devient maintenant? Ça y est, j'ai trouvé le moyen d'éliminer mes inéquations. Donc, ça revient à résoudre, à déterminer, regardez maintenant, non plus 2 variables, mais les valeurs à donner à 6 variables, les valeurs pour les 2 variables principales suivies des valeurs des 4 variables d'écart. Et ces variables d'écart, on a vu, on sait même les interpréter de manière concrète. Vous verrez à la fin, c'est ce qu'on appellera les capacités, l'étude des capacités dites résiduelles. Et donc, ces 6 variables doivent maintenant être solution de ce système de 4 équations à 6 inconnus. Donc il y a plus d'inconnus que d'équations, donc on retrouve bien que mon système des contraintes, il a une infinité de solutions. Et comme cette introduction était totalement naturelle, bien évidemment, on ne touche pas à la fonction économique, ça reste le maximum. Donc maintenant, regardez, on va essayer de résoudre ça. On oublie nos inéquations, on va travailler sur la forme standard. Alors la remarque, c'est ce que je disais, pour résumer, à chaque inéquation de la forme canonique, on a associé donc une équation dans la forme standard en introduisant une variable d'écart à valeur positive ou nulle. Il y a autant de variables d'écart que de contraintes. Et chaque sommet, regardez maintenant, puisque on va, ça, ce qu'on a vu pour la résolution graphique, que mon domaine faisable était délimité par un certain nombre de sommets et que la solution était un de ces sommets. Quand on va passer à la méthode du simplex, on va aussi ne regarder
que les sommets du domaine faisable. Donc maintenant, regardez, dans la forme canonique, chaque sommet était juste déterminé par deux coordonnées, la valeur des deux variables principales. Regardez maintenant avec quoi on va travailler pour mettre en place notre méthode du simplex. Eh bien, chaque sommet, un sextuplé de coordonnées, vous voyez, la donnée de 6 coordonnées, la valeur des deux variables principales suivie de la valeur des 4 variables d'écart. Donc vous remarquez VP, pour moi, ça sera variable principale, VE, variable d'écart. D'accord? Donc l'idée, alors maintenant, ça on le sait, ce que je vous ai dit, le domaine faisable délimité par un certain nombre de sommets, le maximum recherché est obligatoirement atteint par un de ces sommets. Donc, l'algorithme du simplex, il va explorer petit à petit les sommets. Alors, à l'inverse de la méthode énumérative que l'on a dans la résolution graphique, où comme on a notre graphique, on sait exactement combien il y a de sommets. Donc, vous avez été explorer tous les sommets en déterminant leurs coordonnées, la valeur de la fonction économique, et après vous avez comparé les valeurs de la fonction économique et vous avez sélectionné celle qui vous convenait si c'était un problème de maximisation ou de minimisation. Là, n'oubliez pas, l'idée de la méthode du simplex, c'est de mettre en place une méthode quand le graphique n'est plus possible. Donc ça veut dire, je ne sais pas combien il y a de sommets, comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres. D'accord? Donc, à l'inverse de la méthode graphique où on explore en gros tous les sommets et on sélectionne celui qui a le maximum, on va faire ce qu'on appelle un algorithme de résolution, c'est-à-dire des itérations. Chaque itération va revenir à explorer un sommet. Et donc on va explorer les sommets, il faudra déterminer les 6 coordonnées, puisque maintenant dans l'idée du simplex, il y a 6 coordonnées. Calculer la valeur de la fonction économique, et puis après, l'algorithme s'arrêtera quand le maximum recherché sera atteint. Donc on va aller explorer un certain nombre de sommets, on ne sait pas. Il y aura des fois, vous verrez des exemples, là moi j'ai pris un exemple simple, on va voir que on va explorer que 3 sommets sur l'ensemble des sommets. Mais il y a des fois, il faudra faire 15 itérations. Des fois, avec 2 itérations, vous arriverez à votre solution recherchée. Et ça, au départ, vous ne savez pas combien d'itérations il y aura à faire. Donc on ne va pas, mais ce que je voulais juste vous dire par rapport au graphique, on ne va pas aller explorer tous les sommets. Un certain nombre jusqu'à atteindre le maximum recherché. Alors tout à l'heure je vous ai expliqué, l'exploration des sommets se fera en longeant les arêtes du domaine faisable. Donc regardez là, si j'ai 3 variables principales, si je prends l'exemple, si je suis un sommet là, les arêtes c'est ça. Vous avez les sommets qui sont là. Là, bon, normalement ça devrait être droit ça, c'est pas bon, c'est du linéaire. Donc ça, une arête. Regardez, 2 arêtes, 3 arêtes. Donc, si je suis là, si j'étais explorer le sommet, la prochaine itération, ça va être ou bien d'aller explorer ce sommet-là, vous voyez, je longe les arêtes, ou bien aller explorer ce sommet-là, je vais ici, ou bien tout en bas. D'accord? Il faudra choisir le sommet, etc. Donc ça, on verra comment ça se traduira. Alors, comme je vous le disais, le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas combien il y a de sommets, si on ne peut pas passer par la résolution graphique, comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Donc il faut arriver dans notre idée de la forme du standard, c'est-à-dire avec notre système d'équations maintenant, et chaque sommet est déterminé par 6 coordonnées, essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier, sachant que les sommets c'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même des points très particuliers, on l'a vu sur le graphique. Ils sont sur la borne, c'est eux qui délimitent la borne, je veux dire les frontières du domaine faisable. Alors, on va voir effectivement, et c'est là qu'intervient ma résolution graphique, parce que ça va vous permettre de vous montrer une petite caractéristique des sommets, c'est plus facilement. Alors, en forme canonique, regardez. Donc là, j'utilise mon exemple. Bien évidemment, après, j'aurai pas ça. Bon, j'ai trouvé mes 9 sommets. Mes 6 sommets. Ils sont à l'intersection de droite. Vous pourrez vérifier sur votre graphique. Le sommet, l'origine, il est à l'intersection des 2 axes abscisse et ordonnée. Le sommet A, il est à l'intersection de l'axe OY et de la droite des 4, etc. Donc, on a calculé ces coordonnées, puisqu'on les connaît parfaitement. On a fait les systèmes de deux équations à 2 inconnus. Voilà, on a trouvé ça. Parce que ça je pouvais le faire parce que c'était un système à 2 variables principales. Et maintenant, regardez, ces mêmes sommets, je les connais parfaitement,
Mais le fait d'avoir ma résolution graphique va me permettre de directement connaître les 6 coordonnées de l'ensemble de ces 6 sommets, et on va voir apparaître quelque chose de particulier. Donc chaque sommet, regardez, il est maintenant il doit satisfaire les 6 inconnus ici, le système de ces 4 équations. Toujours pareil, il y a plus d'inconnus que d'équations, c'est normal. Mon domaine faisable, il est constitué d'une infinité de solutions. Mais tout simplement, quand j'ai un système de 4 équations à 6 inconnus, si je suis capable de connaître 2 des inconnus, je mets là-dedans. J'obtiens plus qu'un système de 4 équations à 4 inconnus, donc là, le même nombre d'équations, le même nombre d'inconnus, donc je pourrais le résoudre. Et alors là, regardez, puisque j'ai eu ma résolution graphique, je connais déjà les x et y. D'accord? Donc si par exemple je prends l'origine, x égale 0, y égale 0, il suffit que je fasse la résolution, E1 va être égal à 1950, vous êtes d'accord? Si je remplace là-dedans, x et y égale 0, E2 égale nanana, etc. Je vais faire ça pour les 6 sommets, dont je connais grâce à ma résolution graphique la valeur du x et la valeur du y. Alors vous pourrez vous amuser après à résoudre ça. Voilà ce que l'on obtient. Donc ça, ce que j'ai mis en noir, c'est effectivement les valeurs que moi je connais grâce à ma résolution graphique. J'étais capable de les calculer. Ayant à chaque fois la valeur du x et du y, vous voyez, j'ai remplacé. J'ai remplacé dans mon système de 4 équations à 6 inconnues et j'ai trouvé donc les valeurs que j'ai mis en bleu ici, des 4 variables d'écart. D'accord? Donc voilà, dans l'idée de la forme standard, c'est-à-dire pour mon simplex, voilà les 6 sommets, voilà leurs coordonnées. Alors n'oubliez pas, toujours, qu'est-ce qu'on cherche? Nous on n'aura pas ça, puisqu'on ne connaîtra pas les x et y. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Pour s'en sortir, pour avoir les 6 coordonnées, vu que j'ai un système de 4 équations à 6 inconnus, il faut que j'en connaisse 2 parmi les 6. Et dès que je connaîtrai 2 des inconnus parmi les 6, c'est gagné. Il me suffira de résoudre mon système et j'aurai les valeurs des 4 autres inconnus. Alors maintenant, c'est là qu'on regarde d'un peu plus près. Et on va voir effectivement, et c'est tout à fait normal, regardez, qu'est-ce qu'on remarque? Que parmi les 6 coordonnées, c'est les mêmes, là j'ai remis du noir et puis j'ai encerclé, parmi les 6 coordonnées de chacun des sommets, il y a 2 coordonnées qui sont nulles. Et regardez, c'est tout à fait normal. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a dit? Les sommets, si je regarde du point de vue graphique, puisque ça vous connaissez bien, c'est à l'intersection de 2 droites. Donc ça sature 2 contraintes. Alors, quand je suis en graphique, effectivement, il suffit de connaître la droite à laquelle appartient le sommet pour savoir laquelle des contraintes est saturée, mais en forme standard. Si vous vous souvenez comment on a introduit la variable d'écart, une contrainte sera saturée quand la variable d'écart associée sera égale à 0. C'est-à-dire, si par exemple j'ai 3x plus y, j'avais 3x plus y inférieur à 1950, si c'est saturé, ça veut dire que j'ai 3x plus y égale 1950. Donc ça veut dire que le 1 prend la valeur 0. D'accord? D'où regardez. Et regardez, les zéros, à chaque fois il y a 2 zéros. Il y a 2 coordonnées nulles, vous voyez? C'est ce que j'ai encadré en rouge. Et regardez maintenant, elles ne sont pas n'importe où, ces 2 zéros. Regardez, le sommet 0, c'est quoi? Il est à l'intersection de l'axe des abscisses. Vous vous souvenez, l'axe des abscisses, c'est quoi? C'est y égale 0. Quand vous êtes sur l'axe horizontal, ça veut dire que l'ordonnée est nulle. D'accord? Et quand vous êtes sur OY, l'axe vertical, ça veut dire que x égale 0. Donc vous voyez, l'origine, le premier sommet est à l'intersection de ces 2 axes. Ça se traduit, c'est les 2 variables principales qui prennent la valeur 0. Et regardez maintenant le point A. Il est à l'intersection de OY, donc c'est x qui est égal à 0. Et regardez, il appartient à la droite des 4, donc il sature la 4e contrainte. Et regardez, ça se traduit par, c'est pas n'importe laquelle des variables d'écart qui est nulle, c'est la 4e. Et vous pouvez vérifier. Regardez, le sommet B, il est à l'intersection de la droite des 2 et de la droite des 4, donc il sature la 2e et la 4e contrainte. Regardez, ça se traduit, la 2e et la 4e variable d'écart qui sont égales à 0, etc. D'accord? Et donc, chaque sommet a 2 coordonnées nulles, car il sature effectivement 2 contraintes. Vous pouvez vérifier, le point D, sur mon graphique, c'était D1 inter D3. Il sature la première et la 3e contrainte. Regardez, c'est la première et la 3e variable d'écart qui sont nulles. D'accord? Alors, regardez, c'est quoi l'intérêt? 0, c'est sympathique comme valeur.
Maintenant, on sait qu'on va explorer que les sommets. Qu'est-ce qu'on a dit? Le problème, c'est que mes sommets, au départ, ils ont 6 coordonnées. J'en connais aucune des coordonnées. Si je suis capable de savoir où sont les 2 zéros, je connaîtrai 2 des inconnus parmi les 6. Il suffira que ces 2 zéros, je le mette dans mon système d'équations de ma forme standard et je fais la résolution de ma forme standard qui n'a plus que 4 équations à 4 inconnus et c'est bon. D'accord? D'où, effectivement, ces 2 zéros. Alors avant, c'est ce qu'on va appeler les variables hors base. Regardez l'interprétation géométrique et pour bien vous montrer. Pareil en utilisant mon petit graphique. Vous voyez, ça c'est mon domaine faisable, délimité par les sommets. D'accord? N'oubliez pas, le domaine faisable, c'est l'ensemble des solutions du système des contraintes, de ma forme canonique, avec mes inéquations. Donc au départ, j'ai tous ces points-là où il y a une infinité. D'accord? Donc, dans l'idée de la forme standard, si je prends un point M ici, regardez, qui est à l'intérieur de mon domaine faisable. Lui, même dans l'idée de la forme standard, c'est-à-dire dans la mise en place du simplex, il va être associé à un système de 6 coordonnées, les 2 x, y et les 4 variables d'écart. Mais regardez ce point M, il se situe sur aucune des 6 droites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce point M, il ne sature aucune des 6 contraintes. Et donc, qu'est-ce que ça va se traduire? Comme il ne sature aucune des 6 contraintes, les 6 coordonnées qu'il aura seront toutes différentes de 0. Après, parmi cet ensemble de solutions, il y en a ceux qui sont un petit peu plus particuliers, qui sont ceux, regardez comme le point N ici, qui sont sur la frontière du domaine faisable, mais qui ne sont pas encore des sommets, qui sont juste sur les petits segments de droite là. Et donc la N, regardez celui-là, qu'est-ce qui se passe lui? Il appartient à une seule des droites, donc il va saturer une seule contrainte, donc ça veut dire sur ces 6 coordonnées, il n'y en aura qu'une seule, j'ai fait une petite faute de frappe, une seule qui sera nulle, et 5 qui seront différentes de 0. Et ça, là, ce petit schéma, il est juste pour vous montrer que c'est vraiment uniquement la caractéristique des sommets. Les sommets, eux, regardez, effectivement, c'est les seuls qui ont la particularité d'être à l'intersection des 2 droites, donc qui vont saturer 2 contraintes, et ça va se traduire parmi les 6 coordonnées, il y en a 2 qui prennent la valeur 0. Donc ce que je disais, 2 variables nulles et 4 variables différentes de 0. Donc à partir de ça, regardez, voilà. Pour chacun, ce qu'on avait appelé les variables dites hors base, alors après j'écrirai peut-être HB, et les variables en base que j'appellerai B. Donc on divise l'ensemble des 6 variables du programme linéaire, pour l'exemple, 2 variables principales et 4 variables d'écart, en 2 sous-ensembles. Alors, le premier sous-ensemble, il va être constitué de ce qu'on appelle les variables dites hors base, donc là elles seront au nombre de 2, qui sont les variables qui prennent la valeur 0 pour le sommet considéré. D'accord? Les 2 zéros. Et puis, dans le deuxième sous-ensemble, on va mettre les variables dites en base, donc là, il va en avoir 4, et qui prennent les valeurs non nulles pour le sommet considéré. Donc regardez, pour voilà. Pour l'exemple cité, donc là je vous ai mis, regardez ce qu'on dira, donc HB, variable hors base, B, variable en base. Pour le sommet 0, les 2 zéros, ils étaient en X et Y, on dira, pour le sommet 0, c'est X et Y qui sont les variables hors base. Et les 4 autres seront dites en situation de variable base. Pour le point A, c'était E1 et X qui étaient à la valeur 0, on dira, le sommet A a comme variable hors base c'est E4, pardon, E4 et X, etc. Et donc, vous allez voir, ainsi, mes 6 sommets, donc là je les connais parfaitement parce que j'ai pu faire la résolution graphique, mais mes 6 sommets, regardez, vont se caractériser les uns par rapport aux autres par leur couple de variables hors base. Si vous regardez, les 6 sommets, ils n'ont pas les mêmes 2 variables hors base. Donc regardez maintenant l'idée, donc le cas général avant. Donc regardez ce qui se passe. Regardez le cas 3 que l'on peut encore appréhender. S'il y a 3 variables principales, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque sommet est à l'intersection de 3 plans, donc il va saturer 3 contraintes. S'il sature 3 contraintes, ça veut dire parmi l'ensemble des coordonnées, il y aura 3 zéros. De la même manière, on démontre. Alors là, c'est en géométrie dans l'espace, à je ne sais pas combien de dimensions. S'il y a 4 variables principales, chaque sommet va saturer 4 contraintes, donc il va avoir 4 coordonnées nulles, donc 4 variables hors base. Donc regardez de manière très très générale,
soit un programme, donc PL, programme linéaire, qui au départ a n variables principales et p contraintes, toutes de type inférieur ou égal, et avec recherche d'un maximum. Quand à ce programme linéaire, on associe la forme standard, donc Fs, elle comportera P équations, puisqu'il y a P contraintes. Donc, on va voir combien de variables au total, n plus P, n variables principales, plus, comme il y a P contraintes, quand on a introduit notre forme standard, eh ben, on a introduit autant de variables d'écart que de contraintes. Donc, s'il y a P contraintes, il y a P variables d'écart. Donc, chaque sommet, regardez, va être effectivement caractérisé par un système de n plus p coordonnées. Donc, en général, on le donne dans cet ordre-là, avec la valeur d'abord des n variables principales, suivie des valeurs des p variables d'écart. Et ce que l'on sait, puisqu'on va explorer que les sommets, si S est un sommet, alors parmi ces n plus p coordonnées, obligatoirement, n, donc le nombre de variables hors base, est toujours égal au nombre de variables principales. 2 variables principales, 2 contraintes saturées, 2 coordonnées nulles, 2 variables hors base. Donc, 3 variables principales, chaque sommet sature 3 contraintes, donc 3 zéros, 3 variables hors base. D'où n prennent obligatoirement la valeur 0, ça définit les variables dites hors base, et les p restantes définissent les variables bases. Donc je vous ai mis les notations HB et B que l'on verra ultérieurement.